Alors, première question. Je voudrais savoir la signification d'un nom occulte quand le guide te donne un nom occulte. Ça sert à quoi au juste? Est-ce une protection ou un danger? Bon. Alors, de la deuxième partie, maintenant que le terrain est préparé, on peut foncer un peu plus. Alors, qu'est-ce que la signification d'un nom occulte lorsque le guide nous donne un nom occulte? Sachez premièrement que lorsqu'un guide humain vous donne un nom, lorsqu'il vous baptise, dans certains rythmes de différentes religions, il vous donne une clé. La clé, normalement, va servir l'égrégore religieux de façon à ce que celle-ci puisse vous assujettir. Elle vous permet de prier et d'énergiser l'égrégore sans jamais vous faire servir par l'égrégore. Et lorsqu'on peut employer cette clé qui est le nom pour manipuler l'égrégore, chose qu'on va voir dans les conférences qui viennent d'une façon plus en détail, comment manipuler ce que l'homme crée, on peut se servir de ce nom qui est connu de l'égrégore pour le manipuler. Lorsqu'un guide vient nous voir et nous donne un nom, il nous donne quelque chose pour lui permettre de vous assujettir. Cela veut dire que lorsqu'un guide vous donne un nom, il vous tend un hameçon. Lorsque vous mordez après, il donne un coup et c'est parfait. Lorsque vous recevez un nom d'un guide de lumière, lorsqu'on vient vous suggérer un nom, c'est simplement qu'on vient vous suggérer une vibration que vous allez porter, vibration qui est beaucoup plus en résonance avec les possibilités manipulatrices du guide. Alors, lorsque l'on reçoit un nom d'un guide de lumière, on devrait jamais accepter un nom d'un guide de lumière. C'est accepter une programmation. Exactement. Vous acceptez d'être assujetti à une forme de vibration qui est réellement entre ses mains. C'est exactement comme je vous le dis, si on vous met un hameçon, ou encore je vous amène un nom qui est un paquet de ficelles, vous les attachez après les membres et le guide vous manipule après. Bon, évidemment, pour une personne qui est depuis 15 ans assujettie à un guide de lumière ou à un nom et qui erre, par exemple, dans des mouvements où on a une panoplie de maîtres qui viennent nous visiter, maîtres d'ailleurs qui sont déchirés entre différentes organisations, et je pourrais même vous citer des organisations très connues qui se disent avoir les mêmes maîtres. Alors, par exemple, on a le Nazaréen qui est rosicrucien, qui est aussi un maître Eck, qui est, etc. Et un maître Eck ne peut pas être rosicrucien, un maître rosicrucien ne peut pas faire partie du mouvement Eck encore. Et on a les mêmes maîtres qui sont aussi, disons, déchirés dans d'autres organisations très connues ici au Québec. Alors, ce qui fait que lorsqu'on reçoit un nom, ou lorsqu'on fait juste recevoir la visite d'un guide de lumière, je vous répète et je précise la pensée, disons, de François tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, on pouvait paraître un peu en désaccord l'un et l'autre par rapport à l'authenticité des guides de lumière ou à leur utilité. Lorsque ça fait 20 ans ou lorsque ça fait 5 ans que vous êtes dirigé par un guide de lumière, lorsque l'on vous guide, j'ai déjà dit en conférence que l'homme ne sait pas ce qu'est la paix et accepte facilement qu'on le guide vers la paix. Ce qui est une stupidité évolutive, parce que si on ne sait pas ce qu'est la paix, on ne peut pas savoir que tel guide ou tel autre nous amène vers la paix. C'est évident. Vous savez-vous c'est quoi l'évolution? Non, donc vous ne pouvez pas vous assujettir à personne qui va vous amener vers l'évolution, parce que vous ne savez pas ce qu'est l'évolution. Vous pouvez donc pas savoir où il vous amène. Puis c'est le problème de l'homme. L'homme préfère garder les yeux fermés et tenir la main de celui qui dit savoir ou qui donne des preuves apparentes de ce que c'est le savoir. Mais vu que vous ne savez pas ce qu'est le savoir, vous ne pouvez pas savoir que c'est la preuve d'un savoir ce qu'il dénote. Alors, lorsque l'on reçoit un nom d'un guide de lumière, c'est comme lorsqu'on reçoit un nom de n'importe qui. Si à un moment donné, je vous appelle chose, vous n'aimez pas ça, pourquoi? Parce que je vous donne une vibration qui n'est pas en harmonie avec l'être humain. Alors, si à un moment donné, je vous appelle, comme j'expliquais dans un des cours du PMC, lorsque je dis « Francine est idiote », ça touche les personnes qui portent le nom de Francine, parce que c'est la clé que je peux employer moi pour les manipuler. Et si je dis François est extrêmement intelligent, il peut se sentir flatté, ça m'étonnerait dans son cas, mais un François pourrait se sentir flatté. Pourquoi? Parce que j'emploie une clé et je le manipule. Alors, lorsque dans le comble de l'astral, lorsque dans votre sommeil, éveillé ou endormi, lorsque un être vient vous voir, de toute façon, vous devez l'accepter, travailler avec lui comme un être humain, pour l'instant. Mais jamais comme étant un supérieur à l'être humain.
il n'y a pas de corps physique. Puis un être qui n'a pas de corps physique réel ne peut pas expérimenter la matière, ce qui fait que déjà là, vous êtes supérieur à lui. Et ce n'est pas parce qu'un être incorporel traverse un mur corporel qui est supérieur à vous. C'est l'idée qu'on a. Mais sachez bien que par votre pensée, vous traversez les murs, par votre émotion, vous traversez les murs, votre énergie vitale traverse les murs, et il y a votre corps physique qui ne traverse pas le mur et lui n'en a pas. Alors, il n'est pas supérieur à vous. Et même si une personne arrive à un moment donné et répare votre automobile, j'ai déjà dit avec que l'homme ne va pas se mettre à genoux devant son mécanicien parce qu'il vient de réparer son char, c'est la même chose, l'homme se met à genoux par contre devant un magnétiseur qui répare son corps. Ou devant une entité incorporelle, astrale, qui vient lui donner quelques remèdes par l'intermédiaire d'un sommeil hypnotique, par exemple, qui vient lui donner des moyens de guérir son corps physique. Alors, lorsque le guide vient vous voir, il n'y a pas de guide qui vale, vous devez vous-même vous guider. Et évidemment, c'est compliqué de se guider, parce qu'on ne sait pas où aller. Mais lorsqu'on se tient avec un guide, est-ce qu'on sait où on va? On sait où aller avec le guide. Mais est-ce qu'on sait où on va? On ne sait pas. Alors, quelle est la différence entre savoir où aller et puis savoir où on va? Il n'y en a pas. Sauf qu'il y en a un qui est sécurisant. Je sais où je m'en vais avec lui. Lui, il sait où est-ce qu'on va. Mais toi, tu le sais-tu? Non, mais lui, il sait. Qu'est-ce que t'en sais? Rien. Fais confiance. C'est ça qui est le problème. Et lorsqu'un guide vient en plus vous donner un nom, mettez là où je pense, ce nom. Dans la poubelle. Ils sont cochons, hein? Ils ont passé à d'autres choses, eux autres. Bon. Dans la voie du juste milieu. Exactement, oui. Tu peux la suivre avec ton doigt entre les deux. Là où le dos perd son nom. L'appendice charnu, puis ton doigt, il atterrit là où doit aller le nom. Exactement. Alors, ce qui fait que, et évidemment, c'est toujours un peu souffrant pour une personne. Tout à l'heure, je répétais que l'homme qui vit seul souffre parce qu'il est habitué à vivre en collectivité. Alors, c'est encore souffrant pour une personne de devoir se prendre en main lorsqu'elle a passé sa vie à se laisser prendre en main. Moi, je dis des choses. Des choses qui ont une certaine forme d'énergie, une certaine forme d'allure, disons. Mais ceux qui croient ce que je dis, qui ne comprennent pas ce que je dis, font de moi un guide de lumière. Et je ne suis pas un guide de lumière. Je suis mon propre guide. Je suis mon seul maître. Mais je suis pas le maître de personne d'autre. Alors, vous devez, pour n'importe quel mécanisme, et encore bien plus si ça n'a pas de corps. Si ça a un corps, c'est pas trop stable. C'est plus trop stable, mais c'est pas trop stable. Si ça a un corps, on ne fait pas confiance. Mais par contre, c'est un être qui expérimente, comme nous autres. On est au moins sûr qu'on est capable, par les mécanismes que l'on connaît, de percevoir les failles de l'être. Mais dans le plan de l'astral, lorsqu'on est des êtres qui faisons confiance à l'astral, on ne peut pas percevoir les failles de l'astral. On ne peut pas les voir. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas les voir. L'être vient et on est premièrement, regardez bien, juste l'ego. Combien serait flatté ici d'être visité par un maître de l'agartha cette nuit? Un bon nombre. De ce fait, tout ce qui est faille, il ne le verrait pas. Et les mécanismes, de toute façon, vu là, lorsqu'on on ne peut pas, vous ne pouvez pas présentement voir l'astral comme il est. Parce que si vous le verriez comme il est, premièrement, il ne vous ferait pas peur. Hein? Et dans l'astral, on a des choses diaboliques qui font peur à l'homme. Et deuxièmement, vous ne pourriez pas mettre votre confiance dedans parce que vous verriez l'astral comme il est. Une chose, disons, informe, difforme, qui ne sait pas où elle va, qui n'a pas même pas de conscience d'être-té réel, qui a une conscience d'être-té que lorsqu'elle s'attache à un être humain, mais qui n'a pas de conscience d'être-té propre sans l'être humain. C'est quelque chose totalement assujetti à l'homme et qui tient à instruire l'homme que l'homme est assujetti à ça. Et ça, c'est complètement... C'est débile, c'est démoniaque, c'est les démons qui font ça. Alors, lorsqu'un guide vient vous voir, premièrement, il y a déjà une lacune. Il y a un têteux d'énergie, une sangsue, un vampire de l'astral qui vient vous voir. Et quel que soit son nom. Et lorsque vous connaissez son nom, ben vous pouvez le manipuler. Mais lorsqu'il connaît votre nom, il vous manipule. Puis lorsqu'il vous en donne un, c'est encore bien pire. Alors, lorsque le vampire vient vous voir, pourquoi? Pour essayer d'avoir un peu de cette substance qui est l'identification. Certains êtres ne savent même pas qu'ils vivent. Pour se sentir vivants, ils doivent donner des ordres. Ils doivent souffrir, ils doivent être dans la guerre, comme Rambo. Ils doivent se marier et divorcer. Ils doivent avoir des enfants. Ils doivent avoir une auto. Là, ils vivent. Mais l'astral, c'est la même chose. Pour qu'elle ait l'impression d'être, elle doit assujettir l'homme.
Et elle va venir voir l'homme d'une façon propice à ce que l'homme l'accepte. Elle va venir voir l'homme évoluant comme un maître. Elle va venir voir l'homme satanique comme le diable. Elle va venir voir l'homme avare comme quelque chose qui amène de l'argent. Elle va venir se placer devant l'homme de façon à ce que l'homme l'accepte. Et lorsque l'homme recherche la paix, c'est la paix qui vient à l'homme. Et ça, c'est mortellement dangereux. Parce que lorsque l'homme a la paix, vous voulez vivre en campagne, avoir des petites vaches, se les traire de temps en temps, les petites poules qui pondent les œufs, c'est meilleur pour la santé, puis le petit blé qui pousse, merveilleux. Sachez que dans chaque paradis, il y a un enfer. Puis on le sait. Parce que les îles paradisiaques de Polynésie font que tu peux pas manger là. Il n'y a pas assez de stuff. Quand tu vois une jungle extraordinaire, il y a des serpents venimeux. Quand tu vois au Québec, l'automne merveilleux, l'hiver s'en vient. Et c'est toujours comme ça. Et c'est la même chose dans les paradis de l'astral où il y a l'enfer dedans. C'est la même chose. Et lorsque tu es à ta campagne, tu as gagné 1 million de dollars, tu t'assois sur tes lauriers, tu fais de la peinture, tu penses, tu t'exprimes. Tu n'évolues plus. Quelle expérience réelle peut arriver à te changer? La perte de ton argent. Ou la perte de tes amis. Ou des choses comme ça. Mais si tu as la paix, tu n'évolues plus. Ça ne veut pas dire que l'homme doit rechercher la guerre, mais ça veut dire que l'homme doit rechercher la vie. Puis la paix plate que l'on connaît, assez qu'il y en a qui s'imaginent que la même paix se retrouve au ciel et qui ne veulent pas mourir. Jouer de la harpe, pas seulement ses nuages. Puis flasher de temps en temps pour arroser l'herbe du voisin. Ça marche pas. Ben c'est ça. Et les guides de lumière viennent vous voir pour ça. Lorsqu'un guide vient, vous devez lui demander de s'en aller. Et c'est toujours vous autres qui allez devoir ordonner ces choses. Parce que s'ils ne vous écoutent pas et que vous les écoutez, ce sont des réels guides de lumière. Des vrais. Et vous êtes des vrais disciples de guides de lumière. Ce que dans ton langage, tu pourrais appeler des esclaves. Ouais, c'est toute forme d'influence qui doit être bannie, n'importe quelle, mais ça c'est la plus subtile de ce plan-là, c'est la plus subtile. Une autre question, est-ce que quelqu'un qui a pris de la drogue peut avoir des chances de se conscientiser assez dans cette vie ou s'il est bloqué à un certain niveau? Bon. Il faut premièrement savoir qu'il y a des choses qui nuisent l'évolution, puis il y a des choses qui aident l'évolution. La chose qui nuit l'évolution, c'est... Il y en a un peu dans le plan physique, un peu dans le plan vital. Il y en a plein, mais tout plein dans le plan astral, puis il n'y en a presque pas dans le plan mental. Alors, une personne qui prend de la drogue, dépendant des drogues, lorsqu'elle en prend, cela a des atteintes sur le plan physique. Pas tous. Cela a des atteintes sur le plan vital. Tous. Cela a aussi des atteintes sur le plan psychologique, astral. Tous. C'est pour ça qu'on prend la drogue. Et quand on parle d'atteintes sur le plan physique, presque pas tous, presque tous. C'est pour ça qu'on en prend, on en a besoin. Et remarquez bien que lorsque la personne prend de la drogue, elle a évidemment, apparemment, elle a un handicap à son évolution. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire que la personne qui est dans telle religion bâtarde, une secte où ils ont 15 disciples, là, puis qui vendent des salamandres puis des grenouilles pour pouvoir rejoindre leur Dieu, on va dire ceux-là, lequel est le plus mal pris? Celui qui se drogue ou celui qui est dans un culte qui n'est pas réel, un culte qui est inefficace? Celui qui se drogue a la possibilité d'arrêter de se droguer. Il est manipulé, parce que le corps physique en veut, le corps vital en veut, le corps psychologique en veut. La drogue, elle amène la personne dans un plan de l'astral, souvent, où on lui donne de la paix. C'est pour ça qu'on se drogue. Et le bad trip, la personne, lorsqu'elle souffre, lorsqu'elle revient, c'est pas ça qu'elle recherche. On se drogue pas pour souffrir en revenant. On se drogue pour la paix qu'il y a avant. Et dans chaque paradis, son enfer. Une personne qui cesse de se droguer, elle va évidemment avoir un vécu qui va, c'est-à-dire son vécu passé, son vécu antécédent va l'aider parce que même si apparemment cela nuit, la personne expérimente quelque chose qui aide. Parce que cela instruit l'astral, cela permet, comme tout à l'heure tu disais à une personne, si tu ne veux pas l'expérimenter, va voir ceux qui l'ont expérimenté, observe énergétiquement ce qu'ils disent, puis tu peux arriver à comprendre, à vivre, sans l'expérimenter, l'expérience par laquelle ils sont passés. Alors le drogué est utile. Ça veut pas dire qu'il faut se droguer. Mais celui qui l'a fait, c'est pas perdu. Est-ce qu'il a la possibilité de se conscientiser? Ben, autant que n'importe qui. Puis je vous dis qu'une personne qui passe 20 ans dans un trou psychologique a bien plus de problèmes qu'une personne qui passe 20 ans dans un trou physique. Dans une drogue. La personne qui lâche cette drogue, on a des moyens présentement médicaux, on a des moyens qui quand même arrivent, qui permettent de désintoxiquer une personne. Mais on n'a pas encore beaucoup de moyens qui permettent de désintoxiquer astralement une personne.
Alors, la personne qui est dans un culte, dans une croyance, où, dans cette croyance, on bannit même le doute. Elle sera beaucoup plus dure à désintoxiquer qu'une personne qui a de la drogue, et parce que dans la drogue, on sait que c'est pas bon. Mais dans un culte astral incompris, on a même une énergie qui nous empêche de douter. On doit se remettre aveuglément. Et lorsqu'un aveugle se remet aveuglément d'entre les mains d'un aveugle, sur le boulevard métropolitain, il y a un problème. Alors, lorsque celui qui se drogue décide d'arrêter, il peut voir des choses. Dans le plan psychologique, cela peut le hanter un peu avec certaines drogues parce que la drogue donne des expériences dans le plan de l'astral. Alors, une personne qui s'est droguée, il n'y a aucun empêchement à ce qu'elle se conscientise. Elle devra faire le même cheminement que n'importe qui. Sachez qu'il y en a qui souffrent en crime parce qu'ils sont mariés, d'autres parce qu'ils ne sont pas, d'autres parce qu'ils sont drogués, d'autres parce qu'ils sont alcooliques, d'autres parce qu'ils ont perdu des choses, d'autres parce qu'ils sont reliés à des dieux qui les ont forcés à commettre des œuvres qui n'étaient pas en accord avec leur propre intelligence. Et ils le découvrent, mais ils ne peuvent pas quitter le Dieu. Comme celui qui découvre que son mari est un meurtrier et qu'elle ne peut pas le quitter, et vice-versa. Il y a des souffrances beaucoup plus pires que la drogue, et il y a des empêchements beaucoup plus pires dans le plan psychologique, dans le plan émotif, dans le plan de l'astral que de la drogue. Celui qui est connecté à un guide de lumière, il est bien plus drogué que celui qui est connecté avec l'héroïne. Et je dis pas ça... Tout à l'heure, je disais, François, tu haïssais les guides de lumière. Ben, c'est vrai. Je ne demande pas des haïs. Mais ils sont haïssables. Le guide de lumière, il est extrêmement plus dégueulasse pour l'homme que la drogue. Parce que la drogue, elle vous assujettit comme le guide de lumière. Sauf qu'elle vous permet quand même d'être un peu plus individuel et de décider médicalement de vous en sortir. Ce que le guide de lumière va vous interdire. Et il y a autre chose aussi, la drogue travaille par le plan du physique pour aller chercher les plans vitaux et astraux. Par contre, le guide de lumière travaille par le plan de l'astral. C'est exactement celui-là qui veut évoluer. C'est exactement celui-là qui recherche. C'est exactement celui-là qui veut trouver. Puis quand on veut trouver, on se fait fourrer. Parce que quand on veut trouver, on s'attend à trouver à un moment donné. Puis lorsqu'on vous amène une trouvaille, on l'accepte. Dans le plan physique, avec la drogue, il n'y a pas ce mécanisme qui tend à aveugler l'homme. Alors, celui qui est drogué ou celui qui cesse de se droguer plus précisément, c'est bien évident qu'il n'y a rien qui l'empêche de se conscientiser par rapport à la drogue. Maintenant, il faut qu'il regarde dans quel chemin il évolue, dans quel plan il évolue. Parce que sachez bien que le plan psychologique, c'est lui qui veut évoluer. C'est la spiritualité, c'est dans le plan de l'astral, dans le plan de la psychologie. Et l'homme évolue là-dedans. L'homme évolue là-dedans en oubliant son plan physique, son plan vital, son plan mental. Parce qu'il n'y a pas une seule fichue religion du plan psychologique, il n'y a pas un seul fichu guide de lumière qui va vous dire que vous devez comprendre. Certains vont vous dire, tu dois comprendre que j'ai la vérité. C'est pas ça, comprendre. Ça, c'est croire. Parce que si vous comprenez ce qu'est la vérité, vous allez comprendre que le guide dit rien. Parce que s'il y a de la vérité, il y a plein de livres, un peu partout dans toutes les bibliothèques qui n'ont de la vérité là-dedans. Lorsque l'homme se doit contraint à comprendre, ça veut dire que le guide de lumière, c'est authentique, il donne un pied en derrière, puis le chasse. Coup de pied au culte. Exactement. Comme disait... qui? Toi? Vicieux. J'ai d'autres interprétations. Parfois, au début, c'est le guide de lumière qui commence par te mettre la main au culte, et puis il faut que tu finisses par lui mettre ton coup de pied au culte. Parfait, c'est bien. Autrement dit, ça flatte toujours le danger, c'est que dans un contact comme ça, l'ego de la personne est toujours flatté. C'est de cette façon-là qu'on est pogné. Tu parlais de l'hameçon. On va mordre au verre parce qu'on ne verra pas l'hameçon, évidemment. Il y a un mensonge toujours. Il y a toujours un piège. L'orgueil, on en parle souvent en conférence, que c'est ce qui dégrade le plus l'homme. L'homme qui a l'impression qu'il doit se prouver à quelque chose. Tu dois te prouver à ton guide, à ton Dieu, à ton Seigneur. C'est là qu'il nous pogne en nous donnant une mission ou bien un pouvoir, justement. Si tu me demandes quelle mission j'ai sur le plan planétaire, j'ai des missions qui sont totalement coordonnées par le plan de l'évolution cosmique planétaire. C'est pas des missions que je me donne ou qu'on me donne. Quelle est la mission de l'eau? L'eau n'a pas de mission, elle a des fonctions. Fonction ou un rôle. rôle. Différent. C'est parce que dans le plan, au niveau des lois qui régissent son plan d'expression, elle a des possibilités.
Mais lorsque l'homme, tout d'un coup, se voit affublé d'une mission, ben, il est fourré, ben raide. Parce que vous n'avez pas de mission. D'ailleurs, de toute façon, je vous le dis de temps en temps, que vous devez être suffisamment égoïste pour devenir intelligent. Parce que celui qui tend à vouloir aider les autres, gaspille son énergie vers les autres. On l'a vu dans les échanges d'énergie, on l'a vu dans un paquet de conférences. Ça fait quoi? 75 conférences qu'on fait. Alors, évidemment, l'ego, ben, te faire flatter, c'est la pire menterie que tu peux pas recevoir du plan de l'astral. Tu es beau, tu es bon, tu me plais, tu me flattes, Dieu est content, le guide est content, le maître est content, t'as une médaille, t'as un diplôme, t'as un bonbon. Puis les bonbons, sachez bien que vous priez pendant 20 ans pour une guérison, puis vous avez un bonbon, vous guérit. C'est un bonbon. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se guérissent parce qu'ils font de la pensée positive. Au bout de 2 ans. Puis là, ils vont vendre leur pensée positive, d'autres vendent leur culte, d'autres vendent la médecine légale, d'autres vendent la médecine douce. Puis il y a des guérisons partout, puis il y a des mortalités partout. On donne des bonbons à tout le monde. Puis vous faire flatter, c'est la pire des choses. De temps en temps, d'ailleurs, certains me reprochent que je ne flatte pas suffisamment à la salle. Et certaines personnes ne reviennent plus parce que je ne les flatte pas. Alors, on peut pas dire que j'assujettis le monde. Non, mais là aussi, il y a un temps pour chaque chose. Pour Évidemment. Chacun. Y a-t-il des choses à l'extérieur de l'homme que l'on peut croire? Ça arrive. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut croire à l'extérieur de l'homme. C'est évident. Presque tout ce qui est à l'extérieur de l'homme est crédible. Ouais. C'est vrai. C'est ça le danger, justement. Le problème, c'est d'arriver à pas y croire. Et ça, c'est un vaste problème. Tout est crédible. Tout. Et quand je disais tout à l'heure que le guide de lumière existe réellement, même s'il n'a pas d'existence réelle, c'est parce qu'on peut y croire. Et y croire, c'est le créer. Dans le plan de l'astral, mais c'est le créer. Il existe. C'est ouvrir une brèche, Exactement. une possibilité. Alors, tout est crédible à l'extérieur de l'homme. Et c'est plein de choses qui sont crédibles. On peut croire à tout. Et c'est là le problème. On ne doit croire à rien. Mais ne croire à rien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on doit croire qu'on ne doit croire à rien? Et c'est le problème. Parce que, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous apprenez des choses et que plus vous en savez, moins vous en savez. Qu'est-ce que c'est ce processus-là? Ben, c'est que vous croyez ce que vous savez. Mais vous ne le savez pas suffisamment pour ne pas y croire. Pour le savoir. C'est ça le problème. Parce que plus que j'en sais, moins j'en sais. C'est parce que plus que t'en sais, plus que tu crois que tu sais. Plus que tu crois ce savoir. Et lorsque tu crois ce savoir, tu ne sais pas. Lorsque tu crois que tu ne dois croire à rien, ben tu crois. Fait que t'es fait. C'est ça qui est le problème. Vous devez arriver à ne plus croire. Cela veut dire que je ne crois pas que je ne devrais pas croire. Et je ne crois pas que je devrais croire. C'est ça que ça veut dire. Et lorsqu'on arrive à ne plus croire, c'est comme lorsqu'on parle du doute, douter. Il faut douter de tout, même du doute. Cela veut dire qu'à un moment donné, vous allez développer une attitude qui est le reflet d'un état d'énergie particulier à l'être qui se conscientise. Vous savez, et vous savez que vous savez. Et lorsque vous discernez ce que vous savez de ce que vous ne savez pas, ce que vous croyez, ou ce que vous ne croyez pas, vous pouvez facilement, sans souffrance, assumer votre savoir. Mais tant que vous êtes assujetti à croire, je ne crois rien. Crois-tu que tu fais bien? Oui. Tu crois à quelque chose. Et tant que tu crois à cette chose, tu ne peux pas arriver à parler, par exemple, comme moi. Tu ne peux pas arriver à t'assumer. Parce que tu es toujours assujetti à une croyance qui te fait peur. Parce que lorsqu'on croit, ben on sait fondamentalement qu'un jour, on va devoir ouvrir la porte pour aller voir. Et on risque de découvrir, c'est ce qui nous fait peur, qu'on s'est trompé. De ce fait, lorsqu'on croit, on ne veut pas vérifier.
Croyez-vous en Dieu? Oui. Êtes-vous prêt à expérimenter Dieu, même si au risque de le perdre? Ben, je connais des millions de croyants qui vont dire non. On n'est pas prêt à expérimenter Dieu au risque de le perdre parce qu'on sait qu'il existe. Mais si tu sais qu'il existe, pourquoi tu as peur de le perdre? En l'expérimentant. Ce sont des dilemmes théologiques auxquels ils ne veulent pas donner substance. Ils veulent pas toucher à ça. Croire en quelque chose, c'est vous assujettir. Croire en moi, c'est vous fourrer. C'est vous faire avoir, mais totalement, mais c'est incroyable. Croire en un guide de lumière, c'est la même chose. C'est vous jeter aux poubelles. Croire en vous, c'est de la stupidité. Certaines personnes vont dire on doit avoir confiance en soi. Savoir ce que l'on peut faire, c'est une chose. C'est de l'intelligence. C'est pas de la confiance en soi, c'est de l'intelligence. Connaître notre possibilité d'intégration, c'est pas de la confiance en soi, c'est de l'intelligence. Et avoir confiance en soi, c'est de la croyance. C'est une flatterie qui vient de l'ego pour se flatter lui-même. Moi, j'ai pas besoin de me motiver pour faire quelque chose. Je m'observe, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire, et je connais ma possibilité de transformer l'un vers l'autre. Ma capacité d'intégration. Sachant ça, intelligemment, je tente quelque chose parce que je connais mes probabilités de réussite, ou je ne le tente pas. J'ai pas besoin de positivisme pour me dire que je suis capable d'arrêter un char qui va à 60 000 à l'heure. Je sais ce que je peux, je sais ce que je ne peux pas. Je n'ai pas confiance en moi. Celui qui a confiance en lui a aussi peur. Parce qu'il est dans l'état de croyance. Il croit. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous, vous ne pouvez pas vous croire, vous ne pouvez pas me croire, vous ne pouvez pas croire la Bible, vous ne pouvez pas croire la cosmogonie du rancien, vous ne pouvez pas croire aucun conférencier, vous ne pouvez rien croire. Et si vous ne croyez pas faire erreur, et si vous ne croyez pas faire quelque chose de bien, si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas dans la voie du juste milieu, bouddhique ou taïtienne, vous êtes dans aucune voie, vous êtes dans un être-té d'intelligence, vous êtes dans une énergie d'intelligence, vous êtes dans l'état de savoir. Alors on ne doit pas croire. Si vous croyez, cela veut dire que vous devrez expérimenter. Et si vous croyez, si vous expérimentez, vous pouvez découvrir que vous avez eu tort de croire. Ce qui fait que si vous croyez fermement, si vous avez la foi, ce qui est une croyance exagérée, si vous avez la foi, vous risquez de ne jamais vouloir l'expérimenter pour ne pas perdre la foi. Ce qui fait que si ce que vous avez, en quoi vous placez votre foi est faux, ben vous allez rester dans le faux tout le temps, vous allez garder votre foi. Et si ce que vous croyez est vrai, vous allez être libéré. Vous n'aurez plus foi. Vous allez savoir que c'est vrai. Et savoir que c'est vrai, c'est mauditement mieux. J'ai foi au supramental. Ouais, ben tu dis, ça te réchauffera pas l'hiver non plus. Mais quand tu te découvres, quand tu y touches, quand tu l'expérimentes, ben tu peux te dire, ça n'existe pas. Fait que j'ai passé 5 ans pour rien, puis j'en ai sauvé 50 autres. Ou tu vas te dire, bon, ben j'y ai cru pendant 5 ans. Ça m'a-tu aidé à l'expérimenter? Pas tout. Tu l'aurais expérimenté quand même. Croyance, pas croyance. Maintenant, je ne crois plus, je le sais. Puis une personne qui sait est libre. Une personne qui croit savoir est emprisonnée. Une personne qui croit croire est emprisonnée. Une personne qui croit tout court, une personne qui a de la foi est emprisonnée. Alors, c'est pas des œillères comme un cheval. C'est des trucs qu'on referme complètement devant nos yeux. Et le fait de croire, c'est s'interdire de savoir. Ne croyez pas ça. Vous parlez souvent du plan physique, qu'il faut se tenir en forme. Je sais que vous donnez des cours d'arts martiaux, mais les arts martiaux ne m'intéressent peu. Y a-t-il d'autres cours disponibles du genre? Donc, c'est une question qui s'adresse plutôt au centre de l'universalité qu'à moi-même. Ben, il y a des cours de conditionnement physique qui se donnent ici au centre avec. Alors, si la personne est intéressée, elle peut s'informer. C'est des cours de conditionnement physique qui sont légèrement ésotérisés, qui sont ajustés à l'être qui se conscientise, un peu comme le cours d'art martial. C'est pas non plus du cassage de gueule conventionnel. C'est un cours qui est très ésotérique. Alors, la personne, elle a juste à s'informer ici. Elle va avoir une réponse pour ça. Maintenant, en ce qui concerne le plan physique, ben, il est évident, je crois, que le plan physique est important. Parce que l'être évolue, l'être se conscientise que lorsqu'il est vivant. Et l'être est vivant dans un corps physique, et plus le corps physique est en santé, plus les possibilités d'expression des énergies supérieures sont grandes. On n'a jamais vu apparaître un maître malade.
Parce que, premièrement, ça n'aurait pas de... Un maître peut être malade, en passant, mais on n'en a pas vu, parce qu'évidemment, ça n'aurait aucune crédibilité sur la foule. Hein? Puis un maître, ça a besoin de disciples. Bon, alors, il faut qu'il soit crédible. Par contre, le corps physique, une personne qui est malade se conscientise, elle évolue. Mais il n'y a aucune intelligence en regard d'un corps malade lorsque c'est le plan psychologique de l'homme qui se sert du corps pour le rendre malade. Dernièrement, voyez-vous, hier, on donnait dans le cours PMC3 une partie sur le secourisme. Parce que fondamentalement, c'est beau de vouloir aider l'être humain, mais lorsqu'on peut même pas le garder en vie, il y a un problème quelque part. Alors, on a une partie qui est sous secourisme et on voyait les états de choc. Les états de choc physiques. On a déjà vu les états de choc, disons, évolutifs au niveau des conférences. Ces états de choc, ce sont des états de choc physiques, où le corps va lutter d'une façon monstrueuse pour se garder en vie. Alors, à un moment donné, prenons l'exemple d'un choc qui porte le nom hypovolémique par manque de volumétrie sanguine, par exemple. Alors, une hémorragie grave ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le corps sécrète, par exemple, de l'adrénaline. Alors, je vais passer par-dessus le détail médical, disons, du cours. Sécrète de l'adrénaline qui fait ceci, qui réduit le volume des vaisseaux périphériques pour exclure le sang, expulser le sang de façon à ce qu'il y en ait plus pour le cœur, le cerveau et les poumons. Garder le corps en vie. Ce qui donne une couleur blanche. Il y aura aussi un peu de transpiration froide parce que le sang n'a pas le temps d'être expulsé par le conduit lui-même, donc il sort un peu à l'extérieur. Il y aura une accélération du rythme cardiaque pour qu'il y ait plus de pompage sanguin de façon à ce qu'on assure la circulation. Il y aura une accélération pulmonaire, donner plus d'oxygène. Il y aura un ralentissement de la digestion pour sauver du liquide. Le rein va arrêter de fonctionner pour, au niveau de la sécrétion d'urine, pour pas qu'on ait de liquide. Il y a plusieurs choses qui vont se passer dans ce genre. Et la personne, elle va avoir peur, en plus. Et au niveau des soins d'urgence, une grande partie vient d'en rassurer le patient. Un choc cardiogénique créé par un problème cardiaque, même phénomène de défense, peur. Lorsque la psychologie, là on parle d'une défense sur une atteinte physique, mais il se trouve que lorsque vous êtes en colère, c'est exactement la même défense physique qui se met en branle pour réagir contre un choc hypovolémique du corps. Y a-t-il un choc hypovolémique du corps? Non. Pourquoi y a-t-il réaction anti-choc? Parce que la psychologie vient se servir du corps pour s'exprimer. Lorsque vous avez peur, vous êtes blanc de peur, le cœur pompe, même chose, choc physique et réaction anti-choc physique. Y a-t-il choc physique? Non. Lorsqu'une personne reçoit une nouvelle psychologique tellement grave pour elle, selon sa conception, elle perd connaissance. On appelle ça un choc vagal. Choc psychogénique créé par la psychologie. Même chose, choc. Et la personne lutte contre le choc. Et en plus, non seulement elle déclenche le mécanisme de lutte contre le choc alors qu'il n'y en a pas, mais en plus, elle en crée un. Qu'est-ce qu'elle fait? Ton chien vient d'avoir des chiots. Imagine-toi. Ça aurait été mieux de la chienne du voisin, mais c'est ton chien. Parce qu'elle les a légués. T'en veux pas, ça brasse mal, tu perds connaissance. Pourquoi? Parce que ta psychologie va aller innerver un nerf, le nerf vague, choc vagal, qui va ralentir le cœur suffisamment pour que tu aies plus assez de sang au cerveau pour que tu tombes d'un pomme. C'est brillant, la psychologie humaine. Puis la psychologie, l'astral, se sert du corps pour exprimer son évolution. Et là, le corps réagit encore une fois, et là, on a des pertes d'énergie régulières. Lorsqu'on parlait d'ATP tout à l'heure, du phosphore, mais on perd tellement d'énergie physique dans des luttes imbéciles contre des mécanismes d'expression astrale qu'on n'a pas d'énergie suffisamment dans le corps physique pour maintenir une évolution stable. Évolution stable, pas comme ça, là. Une évolution stable, qui est pas horizontale, avec de temps en temps des petites montées. Parce que l'homme monte, l'homme descend, l'homme va bien, l'homme va mal, l'homme va bien, l'homme va mal, l'homme capote, l'homme est illuminé, l'homme recapote. C'est de même que l'homme évolue. Parce que l'homme n'a pas de puissance physique ni vitale pour maintenir une évolution stable. Lorsque l'astral vient vous baigner, lorsque vous avez une manipulation du phénomène astral, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose. Il vient hypothéquer l'énergie de votre corps et il la brûle.
Pourquoi l'utilité d'un corps physique en santé? C'est parce que ça l'aide à maintenir l'évolution un peu plus stable. Et lorsqu'on comprend les mécanismes qui obligent notre corps à servir le plan d'expression de l'astral, ben on arrive à couper ce contact. Mon astral a peur, tant pis pour lui. Moi, je suis relax. Mon mental est conscient, mon cœur bat bien normalement, mon pouls bien régulier, je transpire pas. Tout va bien. Puis là, il y a une affaire en avant qui fait peur. Tant pis. Pourquoi faudrait que le corps ait peur, que le corps réagisse contre une attaque qui n'existe pas, que le mental soit omnibulé, que le mental disparaisse pour laisser place à la peur chez vous et vous devenez la peur, apparemment. Ben, le corps physique, lorsqu'on l'entretient convenablement, lorsqu'on l'entretient par différents mécanismes, lorsqu'on comprend comment il marche, on arrive à comprendre. Alors, c'est évident que j'attache une importance incommensurable à la santé physique. Ça empêche pas un handicapé d'évoluer. On a déjà vu une conférence qu'on a faite sur l'évolution des handicapés. Ça empêche pas un être malade d'évoluer. Il expérimente, il apprend. Il apprend pour ne plus être malade. Comme le phénomène astral, comme les guides. Tu rencontres un guide et celui-ci va t'enseigner. Il te l'enseignera pas volontairement. Tu vas l'apprendre à ne pas truster les guides. Alors, le guide a une utilité. T'enseigner à pas se fier à lui. T'enseigner à se fier à toi et après ça, t'enseigner à ne pas te fier à toi. T'enseigner à être, à savoir. Alors, le corps physique, ça a une importance qui est capitale dans l'évolution, au niveau conditions physiques, au niveau de la santé biologique, moléculaire, minérale, donc au niveau de l'alimentation, et au niveau, évidemment, du plan vital. Alors, le corps physique, c'est évident qu'il faut qu'on l'entretienne comme les autres corps. Faire une évolution que dans le plan de l'astral, c'est comme changer la moitié d'une couche chez un enfant. Il reste toujours un peu de... Question en 3 volets concernant l'organisation du village scientifique de l'avenir. Ça, c'est intéressant. On a parlé tout à l'heure du comte de Saint-Germain qui était le maire du village planétaire. Je ne serai pas le maire du village of ça. C'est à peu près ça qu'on veut savoir. Il va falloir que tu expliques un petit peu ce que c'est brièvement pour les gens qui viennent ici pour la première fois. Voilà les questions. On demande quel genre de politique vous voulez établir. Les lois seront-elles répressives? Le gouvernement sera-t-il... de qui sera composé le gouvernement et comment? Bon. Premièrement, OFSA veut dire Organisation du village scientifique de l'avenir. C'est un projet qui est présentement en formation avec différentes personnes. Et ce projet tente d'améliorer tout ce qui existe au niveau du contexte d'évolution, de l'écosystème évolutif de l'être humain. Alors évidemment, ça paraît bien gros lorsqu'on l'explique comme cela. Maintenant, cela est faisable. Et cela est aussi échouable, mais on s'en fout. On fait l'expérience et on va apprendre dans l'expérience. Le projet OFSA, c'est la construction d'un village complet avec des maisons qui sont des dômes. On a une maquette ici. C'est donc avec tout un écosystème évolutif qui permettrait à l'homme qui vit à l'intérieur de pouvoir s'améliorer. Donc, une société qui est disons, fabriquée en fonction de l'amélioration de l'homme et non pas en fonction de la facilitation donnée à l'homme pour qu'il puisse avoir un beau passage de la naissance à la mort. Ce qui est conventionnellement exprimé dans les sociétés planétaires présentement. La société, elle est hyper moderne, c'est-à-dire que la matière doit servir l'homme et non pas asservir l'homme. Donc, on a évidemment une ville qui, un village, disons que lorsqu'une personne rentre dedans, elle va certainement avoir l'impression d'arriver sur une autre planète. Alors, le projet est suffisamment en marche. On a des maquettes grandeur presque nature de maisons qui vont être construites cet automne ou ce printemps. Et disons que des choses, on en parle présentement parce que ça fait plusieurs années que c'est en marche et c'est construit. Au niveau de l'éducation, le programme Maître Contrôleur qui est présentement donné ici est justement un phénomène une expérimentation qui présentement a de très bons résultats de ce qu'il va y avoir comme éducation au niveau du village. Alors, quel genre de politique vous voulez établir? Lorsque nous parlons de l'homme conséquentiel, lorsque nous parlons de l'homme nouveau, j'ai déjà expliqué que au plan de l'astral, il y avait plusieurs points de vue, mais qu'au plan du mental, il n'y avait pas de point de vue. Il y avait un point de vue. Au plan du mental relié à l'énergie supramentale, il y a un point de vue. Au plan du mental relié au plan psychologique, donc au plan de l'intellect, plusieurs points de vue. Alors, ce qui fait que lorsqu'il y a plusieurs points de vue, on est obligé d'avoir une politique.
Et lorsqu'on a une politique diplomatique, comme nous avons présentement dans les pays dits civilisés, cela amène certains problèmes. Cela amène ce problème-ci. On l'a déjà élaboré un peu, je vais donc parler rapidement. Lorsque nous avons un problème massif dans la collectivité, mais que l'ensemble de la collectivité ne voit pas le problème. Alors, est-ce que le peuple va voter en faveur de l'amélioration? Non. Le peuple va voter en faveur de l'involution. Et c'est toujours ce qui s'est passé. On vote dans nos systèmes politiques pour le moins pire, mais en réalité, on ne vote jamais pour l'amélioration. Alors, si j'ai besoin de 50 milliards de dollars pour régler un problème écologique qui va nuire à la société, mais que le peuple ne connaît pas ce problème, jamais, je vais me faire élire si j'amène ce problème. On va élire, par contre, l'autre qui va mettre 50 millions de dollars dans la relance des emplois. Et dans 30 ans d'ici, lorsqu'on ne pourra plus respirer, là, je vais me faire élire. Mais là, c'est plus 50 milliards, ça va être 500 milliards que j'ai besoin. Et encore. Alors donc, l'idée même, c'est que on a présentement, disons, le programme de contrôleur. Il y a différentes personnes qui se conscientisent différemment au niveau de la province de Québec. Et lorsque le village va prendre naissance seulement, lorsqu'il y aura des êtres qui seront dans le plan mental supramental, c'est-à-dire lorsque on aura des hommes et des femmes et des enfants qui auront un point de vue le même. Mais pas un point de vue assujetti à l'énergisation d'un maître, l'énergisation d'un maire, et encore moins par moi. Cela veut dire que est-ce qu'il y a un problème? Ben, tout le monde l'a entrevu à peu près en même temps et tout le monde a une solution. On discute des solutions. L'idée, c'est pas de voir ma solution se mettre en pratique. L'idée, c'est de régler le problème. Et ça, c'est déjà différent de ce que nous avons présentement où, égrégorement parlant, nous devons faire de la propagande politique pour se faire élire parce qu'on ne veut pas solutionner un problème, on veut avoir raison. C'est plus souvent qu'autrement. Alors, il n'y aura pas de système politique comme on le conçoit aujourd'hui. Les lois seront-elles répressive. Qu'est-ce que c'est une loi? Présentement, on a une loi qui interdit de stationner plus d'une heure devant un commerce pour laisser la chance à une autre personne de venir devant pour pouvoir acheter. Sinon, le commerçant n'arrive pas à vivre parce que les places de stationnement sont prises par le gars qui visite sa blonde, par l'employé de l'autre magasin à côté. Alors, il n'y a pas de commerce. Il y a juste les centres d'achat, par exemple, qui fonctionnent parce qu'ils ont une place de stationnement. Alors, on va se plaindre et on va inventer le parcomètre. Et là, on va mettre un parcomètre en avant des commerçants. Et évidemment, le monde va se plaindre un peu. Et on va mettre 50 cents. On va payer les contraventions. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu restes pas longtemps devant le commerçant. Tu trouves un stationnement ailleurs. Et le commerçant arrive à faire plus d'affaires. Vu qu'on n'a pas éduqué la population, on compense par une loi. Et la loi, elle a comme fonction manquer d'éduquer la population. Pourquoi avons-nous des contraventions lorsque nous roulons trop vite, lorsque nous brûlons un stop, lorsque nous roulons en état d'ébriété? Parce qu'on n'a pas éduqué. Alors, on met des lois. Et dans une société qui ne fait pas attention à l'éducation collective, l'éducation éco-sociale, l'éducation de l'écosystème psychologique, qui n'éduque pas en fonction de la relation entre les humains, parce qu'on a une société qui éduque spirituellement, qui éduque matériellement, mais qui n'enseigne pas la vie comme elle est. Et la loi enseigne la vie comme elle est. Lorsque tu sors de l'école, tu te heurtes à la loi, qui, elle, va t'instruire de la vie. Alors, tu n'as pas de travail, tu as droit à des rentes. Hein, tu peux travailler pour le gouvernement fédéral, être sur le bien-être social, par exemple. Et tu as des lois qui te disent de ne pas ambitionner, parce que tu le sais pas. Qui te disent de ne pas gaspiller l'argent de ceux qui travaillent, parce que tu le sais pas. Il y a donc des lois et des inspecteurs qui passent pour appliquer la loi de façon à tenter d'éduquer la population. Ce qui ne marche pas, parce qu'on doit, dans une société comme la nôtre, rajouter loi sur loi parce qu'on manque à la base au niveau d'éducation. Les lois du village. Pourquoi des lois? Pour te dire de ne pas prendre trop de nourriture pour la laisser pourrir. Sois éduqué, sois intelligent, tu n'auras pas besoin d'une loi. Pour te dire de ne pas passer au galop devant un paquet d'enfants ou de rouler dans le village avec ton char en faisant plein de poussière en arrière quand les fenêtres sont ouvertes. Pourquoi mettre une loi? Pourquoi mettre une limite de vitesse? Parce que l'homme n'est pas capable de se rendre compte que devant une école, il y a des enfants qui traversent. Parce que l'homme n'est pas capable d'arrêter devant un autobus scolaire quand les enfants traversent. Il faut qu'on mette une loi. Il faut qu'on mette des pénalités. Il faut qu'on ôte le permis de conduire. Il faut etc. Pourquoi qu'on n'éduque pas? Bon.
le problème ne se pose pas pour notre société, il faut mettre des lois. Au niveau du village, bien évidemment, le village est construit que s'il y a du monde pour le construire, sinon le village n'est pas construit. Alors franchement, je me dis, bon, alors il n'y aura pas de loi. Le gouvernement sera composé de qui et comment? Ben, je crois que j'ai répondu pas mal, disons, au mécanisme des gouvernements. Un gouvernement, on a fait une conférence qui était le gouvernement de demain, une monarchie. Le gouvernement doit obligatoirement être une monarchie. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un monarque, un roi. Le problème de l'humain, dans sa phase conscientisante, réglé par le plan de l'astral, c'est que soit qu'il vote le monarque, donc il place le monarque qui lui est suggéré par le plan de l'astral, par son émotivité, par ses couleurs, par ses goûts, par ses affinités vibratoires psychologiques, j'aime la face ou pas, bon. Il me rassure ou non, bon. Ou bien, par les armes, le monarque s'instaure. Alors, on a la diplomatie, puis on a les régimes militaires. Et moi, je vous dis que la société de demain devra être régie par un monarque tant que l'homme n'aura pas cette intelligence qui lui permet d'être conséquentiel, d'être écologique, tant que l'homme planétaire n'aura pas cette vision du même point de vue. C'est-à-dire qu'on aura besoin d'un être qui n'arrivera pas pour rallier tous les plans planétaires, rallier toutes les religions, c'est pas ralliable, rallier toutes les idéologies, c'est pas ralliable. Il y a une personne qui va arriver à un moment donné sur le plan planétaire, qui va être suffisamment intelligent pour comprendre tous les mécanismes de l'homme, tous les mécanismes qui permettent de manipuler l'homme, et qui va manipuler tout l'homme. Qui va manipuler tout le monde. Et ça va être le grand monarque. Au niveau du village, si on a là des êtres mentaux, on va créer le village. Si on n'en a pas, on ne le crée pas. Donc, je ne serai pas le grand monarque de ce village, je ne serai pas le gouvernement de ce village, et il est évident que de temps en temps, lorsqu'il y a une décision qui doit être prise, on fait caucus. On demande à tout le monde. Parce que, au niveau mental, comme au niveau psychologique, la discussion amène de l'énergie. Même chose au niveau mental. Au niveau supramental, t'as même plus besoin de discuter. Parce que sachons bien ceci. Lorsqu'on a une société psychologique, réglée par le plan de la collectivité, vous avez besoin des autres. Mais on ne dit pas pourquoi ni comment. Mais vous avez besoin des autres. Il y a des lois, en plus, qui vous obligent à avoir besoin des autres. Bon. Dans le plan psychologique, on règle un problème lorsqu'on n'a plus le choix. Parce qu'on ne veut pas régler le problème. On veut jouir. C'est le plan psychologique. On veut vivre. Présentement. Plus tard, on verra. Dans le plan du mental, le problème naît, il est réglé. Il est aperçu immédiatement et il y a priorité sur la jouissance psychologique. Ce qui va amener beaucoup plus de jouissance psychologique à l'homme psychologique, sauf que il va être réglé par l'homme mental, ce qui est beaucoup plus intelligent. Le problème va apparaître, l'homme va le voir et l'homme va pouvoir le régler. Et il n'y aura pas besoin de faire de la propagande pour dire que nos rivières sont polluées. J'ai vu à un moment donné une émission où on demandait à quelqu'un qui se baignait dans des poissons morts, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, faut le faire ça avec un me baigne là-dedans, comment t'es malade? Fait que lui, il est pas pour la dépollution, pas pour l'instant, il est pas malade. Moi, c'est bon pour le corps, ça nous renforce. Il pas de grippe depuis 3 ans. Mais correct. Et si on interviewe la personne qui est en train de mourir de botulisme ou qui est en train de mourir d'une trop grosse, forte dose de mercure, pour la dépollution. Mais avant qu'elle en soit malade, elle n'était pas pour. Parce que dans le plan psychologique, l'homme doit expérimenter un problème, le réexpérimenter, en souffrir, et là, on veut le régler. Dans le plan du mental, on commence à voir des taches d'huile, là. Il y a juste une petite chose qui apparaît, où on fait juste par analyse détecter qu'on pollue. On va s'arranger pour régler. Et ça va venir dans nos sociétés. Ça s'en vient. Mais tant qu'on est encore régi par un régime politique psychologique, nos savants ne peuvent pas rien faire. C'est le politicien qui va faire. Et lui, pour être élu, doit s'ajuster à la population. Et la population n'a pas l'instruction nécessaire pour voir les problèmes de la société, donc on ne peut pas régler les problèmes de la société. Dans un contexte supramental, il n'y a pas de problèmes qui apparaissent. Alors, au niveau du village, présentement, c'est un contexte mental qui va surtout être créé. Contexte expérientiel pour pouvoir créer de l'expérience mentale dans un cadre mental pour pouvoir servir, évidemment, le reste de la province de Québec. C'est pas un monastère, c'est pas un culte. C'est pas un endroit où tu rentres et tu sors pas. C'est pas un endroit où ce qu'on invente des choses et c'est top secret. C'est pas ça pantoute. C'est un endroit expérimental. Sauf qu'expérimenter en plein milieu d'un cadre qui refuse l'expérimentation, c'est compliqué. Alors, évidemment, on va donc construire ce cadre qui est le projet OFSA. Mais on n'a pas besoin de gouvernement.
On a besoin de gouvernement dans le sens du gouvernail, dans le sens d'un coordonnateur, dans le sens d'un réunificateur, dans le sens d'un directeur. Mais pas d'un gouvernement dans le sens d'un instigateur, dans le sens d'un promoteur, dans le sens d'un propagandateur ou propagandiste, dans le sens d'une personne qui suggère et qui promouvoit ses suggestions, dans le sens où ce que pour arriver au trône, je dois démolir les autres. De toute façon, je dis avec qu'on n'a pas de gouvernement intelligent parce qu'on n'a pas de peuple intelligent. Et je parle d'intelligence mentale, je ne parle pas d'intelligence psychologique. Là. On n'a pas un peuple fou non plus, on a même un peuple extrêmement bien. Mais on a un peuple qui ne permet pas l'apparition d'un gouvernement intelligent parce que le peuple n'est pas suffisamment énergisé par son intelligence. Tant qu'on est relié dans la collectivité, cela veut dire que moi, je commence avec quelque chose. Regardez bien c'est quoi la collectivité. Il y a une expérience d'ailleurs qu'on fait souvent en PMC1 qui dénote c'est quoi la collectivité. Moi, je viens de voir, puis c'est banal, c'est un jeu enfantin, mais c'est ça la collectivité. Alors, je te donne un message dans l'oreille. Tu passes à ton voisin, il passe à l'autre, il passe à l'autre. Plus on est nombreux, plus c'est des fourmis rendues au bout. Et c'est ça la collectivité. Si on a des individus, le message va arriver clair et net. Mais vu qu'on est assujetti à une collectivité, il m'a dit ça, bon, moi je dis ça. J'analyse-tu? Est-ce que j'ai un esprit de rectitude? Que seul l'homme individuel va développer. La collectivité n'a pas d'esprit de rectitude. Elle prend quelque chose, si c'est faux, elle le jette. Si c'est vrai, si elle pense que c'est vrai, elle l'accrédite. L'homme du Verseau, l'individu qui a l'esprit de rectitude, il prend une chose, c'est faux, il la corrige, il la remet comme elle était. Il peut rectifier parce qu'il a l'énergie pour le faire. Et on a une expérience banale qui n'est pas celui-là, qui est encore plus énergétique que ça, qui se fait au niveau du plan physique et vital, et psychologique évidemment, et même mental, qui permet à l'homme de découvrir c'est quoi être collectif. Mais dans nos sociétés, on a un message politique qui passe, les journalistes l'emploient, on l'a à la télévision, tout le monde en parle, tout le monde en jase, puis en fin de compte, on vote, mais on sait jamais pour qui on vote. Et après ça, on va maudire le politicien qui est en place, il a fait telle promesse. Non, il a dit ça. Vous l'avez interprété de telle manière. Et on peut jouer avec, et lui, il va pas dire, vous l'avez interprété, on va dire, crime, c'est un menteur. Évidemment, il va essayer de défendre ce que vous dites qu'il dit. Mais en réalité, il fait des choses pour avoir un vote. Et vous votez par rapport à ce qu'il dit. On a un dicton ici qui dit qu'il n'y a pas plus menteur qu'un politicien. Mais on vote toujours pour le politicien le plus menteur. Plus habile, plus rusé. Effectivement, celui qui nous rentre le plus de belles choses, on sait que c'est un menteur. Mais ça me plaît, je vote pour. On n'a pas le choix, d'accord. Mais si tout le monde annule son vote à un moment donné dans la province de Québec ou au Canada, il va se passer quelque chose dans la politique. Ils sont élus face à leur faculté de comprendre, de connaître notre psychologie, en fait. Ils font le jeu de notre psychologie. Ils ont une équipe de propagande qui est absolument nécessaire dans un contexte politico-astral comme nous le connaissons. Moi, pour me faire élire quelque part, si j'ai des êtres intelligents, je me ferai pas élire. J'aurai pas besoin d'être élu. Et je n'aurai pas besoin de propagande. On n'a pas besoin de rien. Tu as des choses que je ne connais pas. Je vais te voir. T'as pas besoin de les afficher. Si je suis assez intelligent pour le découvrir, je le sais. T'as pas besoin de t'inventer. On n'a pas besoin d'annoncer le soleil quand il se lève. Bon, mais en politique, oui, il faut l'annoncer. Parce que le soleil, chacun le voit selon son point de vue et chacun dit à tout le monde, déplacez-vous vers mon point de vue, vous allez le voir, il est bien plus beau. Mais on ne voit toujours qu'une partie, puis on oublie le reste. Et la politique astrale, c'est ce qu'elle donne. Au niveau du village OFSA, donc, il n'y a pas d'élection. Il y a des prises de décision collectives, parce qu'on est au niveau du plan mental, donc il y a une forme d'énergie qu'on peut, disons, utiliser au niveau mental pour recevoir une connaissance plus claire au niveau supramental. Mais il n'y aura pas d'élection, il n'y a rien, aucune substance au niveau du plan psychologique. Il faut qu'il y ait quand même un comité en place, un comité de gestion. Exactement. Un gouvernement. Gouvernement, ça vient du mot gouvernail. Gouvernail veut dire pas gouverner. Qu'est-ce que c'est un gouvernail? Un gouvernail, c'est un safran. Un safran, ça, pour gouverner. Un gouvernail, c'est une forme de bois qui est dans l'eau et qui appartient à un navire. Le gouvernement, il est dans l'eau. Et lorsque le barreur, celui qui tient la barre, le timonier, bouge la barre ou tourne la roue, une barre à roue, le gouvernail se tasse. Et le bateau, la société, va dans la direction décidée par le barreur. Et le barreur devrait être le peuple. Jamais le gouvernement. Mais là, on a présentement un bateau qui est gouverné par le gouvernail. Mais qu'est-ce qui gouverne le gouvernail du bateau? Vous allez me dire, le courant, l'eau, c'est l'astral. Qu'est-ce qui gouverne le gouvernement? Les influences extérieures. Pas ce que le peuple veut faire. Ce qui se passe à l'extérieur. Puis le peuple, il est après la barre, là, puis il se fait charrier par la barre.
d'un bord et de l'autre. Alors, à un moment donné, on envisage une nouvelle forme de gouvernail, être moins manipulé par l'extérieur. Une forme compensée, une forme longue, une forme ronde, une forme allongée. Et on vote. On l'essaye. Puis on a toujours dans l'idée que le gouvernail doit gouverner la société, le bateau, de façon à nous amener à bon port. C'est le peuple qui gouverne le gouvernail. Le gouvernement, c'est le village, on parle de coordonnateur, va être une personne qui coordonne les efforts de tout le monde. Lorsque le peuple dit « nous voulons ça », le gouvernement a comme fonction de leur donner. Le gouvernement dit au peuple ce qu'il a besoin. Le gouvernement fait même si le peuple veut pas. Hein? On a ôté les costumes de bain, là, les... Bon. Le peuple veut pas, mais le gouvernement veut. Alors, on gouverne. Les psychologies astrales qui disent que, notre corps nous a été donné par Dieu, mais c'est pas pour l'exposer, c'est pour en avoir honte, passent. Et puis là, le gouvernement se tasse et la société, cette société-là, cette micro-société-là, s'en va dans une direction que tout le monde, tout l'équipage sur le bateau, les passagers regardent par les hublots, puis ils ont toute peur. Puis les voiles sur un bateau, c'est les constructions, c'est l'expression énergétique de la population qui permettent au vent. Donc, faut connaître les vents, faut connaître l'astral pour savoir de quelle façon on peut diriger le bateau. Mais il y a une chose que le gouvernement ne sait pas présentement et que le peuple ignore. Et seuls les marins le savent. C'est qu'un gouvernail ne peut pas envoyer un voilier quelque part si les voiles sont braquées pour l'envoyer ailleurs. Et les voiles, je le répète, c'est les constructions du peuple. Village officer, c'est une partie de voile. Il y a bien d'autres choses dans la province de Québec qui se fait. Mais sachez bien que sur un voilier, vous tournez la barre à gauche, à tribord toute, pour que le bateau s'en ait à tribord. Vous placez les voiles et s'il y a du vent, pour que le bateau s'en ait à bâbord, gouvernail ou pas, il va aller à bâbord. Plus difficilement, il va aller à bâbord. Je sais, j'ai déjà failli couler un autre bateau, moi, parce que le mien, mon gouvernail, il y répondait pas. Alors, c'était très, très, très important. Puis un gouvernement, c'est un gouvernail. Le peuple, c'est le barreur, c'est le timonier, c'est lui qui dirige le gouvernement. Et la société qui l'a construit, c'est son bateau. Alors, c'est lui de la faire pour qu'elle marche. Mais tu votes pas un gouvernail. Tu construis un gouvernail. Tu vas pas essayer 25 000 gouvernails, tu l'as construit. Quand est-ce que le peuple se construit un gouvernement? Jamais. Le peuple vote un gouvernement. Et présentement, ce sont des choses sur lesquelles, disons, à un moment donné, on va travailler au niveau du plan québécois. Mais le peuple, présentement, se laisse gouverner et le barreur se laisse charrier. Le barreur, c'est l'opposition. C'est le barreur, c'est un peu tout le monde. Puis le gouvernement tourne par là, le barreur se tasse, puis il charge, il rouspète, il pousse. Mais si tout le peuple vient pas pousser, on a un problème. Et le gouvernement vient de gouvernail, puis sachez bien que la représentation du bateau à voile, puis nos sociétés, c'est merveilleux, c'est la même chose. Il y a des représentations, là, il y a des similitudes dans tout. Puis juste étudier ça, on comprend bien gros la société. Mais jamais on instruit l'enfant de ce que c'est la société. Parce qu'un peuple qui connaît, un peuple qui pense, un peuple qui sait, c'est un peuple qui se contrôle plus. Par le gouvernail, c'est bien évident. Lorsque l'équipage commence à connaître les vents, connaître les courants, à connaître la structure du bateau, à connaître les forces agissantes du gouvernail, le gouvernail contrôle plus le bateau. Le peuple contrôle. Et n'importe quel gouvernement peut dire, mais évidemment, on parle d'un peuple intelligent. Parce qu'un peuple mental ne peut pas connaître les lois des mécanismes du vent, les mécanismes de l'eau, les mécanismes des tempêtes. Le peuple astral, on les appelle des éléphants. Ils montent sur un bateau puis on part. Ils ont le mal de mer, ils vomissent, ils se tiennent, ils mangent, ils sont en arrière puis ils maudissent le fait qu'ils sont là. Mais il y a beaucoup de citoyens qui maudissent le fait qu'ils sont dans la société. Hein? Puis qui maudissent la société. C'est la même affaire. Théoriquement et pratiquement, quel que soit le niveau décisionnaire où ça va se passer, soit au niveau du gouvernement ou du peuple, dans un village supposé mental ou supramental, les décisions devraient théoriquement et pratiquement être prises à l'unanimité. Est-ce que tu penses que c'est possible? Ça doit. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui va arriver, sinon il n'y a pas de village. Okay. Parce que je ne veux pas, justement, théoriquement. Mais théoriquement, c'est vrai. Puis entre toi et moi, c'est vrai. Alors, ça se fait. Alors, on le fait pas tant que c'est pas prêt, puis on le fait quand c'est prêt. C'est différent d'un truc psychologique où tu le fais parce que tu penses qu'une fois qu'il va être fait, ça va amener ça. C'est pas vrai. On va le faire si c'est prêt. Au niveau mental, il y a un point de vue. C'est l'unanimité. Est-ce qu'on pollue, oui ou non? Non. Parfait. Est-ce que tout ce qu'on a qui pollue, on l'autre? Oui. Parfait. Maintenant, est-ce que notre ego veut qu'on le fasse? Non. Parfait. Maintenant, est-ce qu'on le fait? Oui. Parfait. T'es intelligent. Fait que t'as pas besoin d'apprendre à pocher ta gomme à terre. Tu sais, t'as beaucoup de personnes qui fument. Puis ils ont toujours appris, c'est vrai, ils ont appris que les planchers étaient des bons cendriers. Et tu vas dire, ben oui, mais il n'y a pas de cendrier. C'est l'excuse. C'est pas une raison.
Parce que si on n'en met plus à terre, puis que tu vas dans un restaurant ou tu vas dans n'importe où, dans une salle de cinéma, tout le monde est là avec ses cigarettes, puis tient l'équilibre, la salle en équilibre. Le propriétaire, il va en acheter des cendriers. Mais non, le monde les met à terre. Fait qu'il passe le balai. C'est pas plus grave que ça. Mais on a des manques au niveau d'éducation parce qu'on est psychologique. Mais lorsque tout le monde est d'accord, quand tu vois clair puis que tu te laisses pas colorer par ton émotivité. Donc c'est le PMC qui va permettre aux gens de s'insérer dans le village. Il va y avoir l'éducation. L'éducation se fait au niveau du PMC, de ce programme-là. C'est pas sine qua non, mais présentement, c'est à peu près ça qui arrive. On a des résultats. Dernièrement, j'avouais, puis ça, faut le faire, vous voyez comment c'est la politique. J'avouais sincèrement à une personne du PMC que maintenant, on est rendu au PMC 5, je sais que le cours est bon. Parce que j'ai vu le résultat. Je comprenais qu'il devait être bon. C'était évident, c'était intelligent. Et là, le monde qui sont là, il y a du monde là-dedans, je me demandais ce qu'ils faisaient là. Et maintenant, elle s'en maudit. Fait que, il y a des fortes, disons que la majorité des PM sautés, comme on les appelle, vont évidemment avoir une... D'ailleurs, la majorité, ceux qui présentement travaillent au niveau du projet OFSA, c'est du monde du PMC. C'est pas sine qua non parce qu'une personne peut arriver et être intégralement mentale ou supramentale sans PMC, c'est bien évident. Alors, la personne elle est bienvenue, on est là pas pour créer un village de PM sauté. On est là pour créer un village mental, expérimental pour la province de Québec pour l'instant. Alors, c'est pas sine qua non, mais disons que présentement, la majorité des personnes ont une grande possibilité, disons, de se transformer en vue de devenir maître chez eux par le PMC. Alors, évidemment, au niveau du village, c'est ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on leur souhaite et ce qu'on te souhaite à toi-même. On te remercie beaucoup, Daniel.